C'est autant une tristesse pour moi de constater ce qu'est devenue la marque aujourd'hui qu'une joie de pouvoir me replonger dans l'histoire de cette marque automobile complètement mythique. Une chose est sûre, c'est que même si aujourd'hui Laura est toujours présente, ça n'a plus rien à voir avec ce que la marque a pu être durant son glorieux passé. D'ailleurs, si une vidéo du même type mais sur une autre marque vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. À la manière de Fiat, Alfa signifie Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ce qui signifie en français Société anonyme lombarde de construction automobile. On va rester sur Alfa, je pense que ça sera plus simple. Dès sa création, le leitmotiv de la marque Alfa Romeo va être la sportivité. D'ailleurs, fun fact, Alfa Romeo c'est sûrement la plus française des marques italiennes et c'est pas depuis la fusion avec Stellantis, car même avant la création de l'Alfa, parce qu'on disait à l'époque l'Alfa, il y avait la Società Italiana d'Arac, fondée par un Français, Darracq, en 1906. Si je vous parle de ce Darracq, c'est parce qu'après avoir construit une usine à Naples, il s'est rendu compte que c'était un petit peu loin pour faire de l'import-export et qu'il était bien plus logique de se baser à Milan. Une autre usine fut donc construite. Le souci, c'est que la faillite arriva bien rapidement et dès 1909, la société est en liquidation. À la manière de Fiat, un groupe d'industriels et de financiers vont se réunir pour acheter cette entreprise. Ainsi, dès 1910, ils vont fonder l'Alfa. Mais c'est pas tout, parce qu'Alfa Romeo, c'est beaucoup d'histoires de liquidation. Et dès 1915, la société est de nouveau en liquidation. À ce moment-là, la guerre faisant rage, un institut d'État chargé du programme d'armement confie la gestion d'Alfa à Nicola Romeo, un industriel milanais qui a obtenu de grosses commandes dans le domaine militaire. Très vite, l'usine va se consacrer exclusivement à la création de matériel de guerre. L'expansion est complètement spectaculaire, les effectifs passent de 300 à 2500 personnes très rapidement et les profits permettent d'éponger les dettes. Bon, c'était un peu long, mais au moins on a le contexte de la création assez étonnante de cette marque. Ce qui est marrant avec Alfa, c'est qu'après la guerre, Nicola Romeo envisage surtout de s'orienter vers la construction ferroviaire. Le retour à la construction automobile part d'un tout petit stock de 105 véhicules en attente d'assemblage depuis 1914. Ce sont ces voitures, désormais appelées 20-30 HP, qui seront les premières à porter le nom Alfa Romeo Milano. Fait assez marrant sur ces premières Alfa Romeo, ce sont des véhicules dont le positionnement était très sportif et très haut de gamme. Ces premières Alpha pouvaient faire jusqu'à 67 chevaux, je sais pas si vous vous rendez compte pour l'époque. Elles étaient équipées d'un moteur 4250 cm3, ça fait beaucoup, et dont la vitesse de pointe atteignait 130 km/h. C'est vraiment quelque chose de stratosphérique pour l'époque. Si on la compare d'ailleurs avec sa rivale de l'époque, la Ford T, cette Alfa Romeo était vendue 3 fois plus cher, dotée d'un moteur 3 fois plus puissant pour une vitesse maximale de plus de 50 km/h de différence. C'est quand même assez impressionnant. On voit vraiment qu'il y avait un positionnement à l'époque très haut de gamme. Bon, niveau chiffre de vente aussi, on a eu un petit écart avec la Ford T étant donné que cette première Alfa Romeo, la 2030 HP, s'est vendue à environ 500 exemplaires dans le monde quand la Ford T a dépassé les 16 millions d'exemplaires. La marque va rapidement se faire un nom dans les courses automobiles avec des pilotes de légende comme Antonio Ascari, Giuseppe Campari, mais aussi un certain Enzo Ferrari. Enzo, V6. En 1923, le Quadrifoglio Verde, putain, je l'ai dit du premier coup et ça c'est pas mal, il va apparaître sur les Alfa Romeo de course. Dites-moi en commentaire si un épisode dédié à ce Quadrifoglio Verde vous intéresserait. Je vous avoue qu'il y a une jolie histoire à travers ça, ça pourrait être très intéressant d'en parler dans une vidéo spécifique. Dans les années 20, la marque connaît une véritable aura internationale, notamment grâce à ses nombreuses victoires en compétition automobile, ce qui lui permettra de survivre malgré des dettes assez importantes. En 1929, Enzo Ferrari va créer la Scuderia Ferrari, qui sera l'écurie officielle d'Alfa Romeo pendant un certain temps. Au début des années 30, on continue dans la compétition automobile parce que c'est l'ADN de la marque et ça marche toujours très bien jusqu'à ce que la guerre n'arrive. On va arriver aux voitures qu'on connaît maintenant chez Alfa Romeo et c'est à partir des années 50 que la marque se fait un nom auprès du grand public. Dès 1950 sera présenté au salon automobile de Paris l'Alfa 1900 qui sera aussi célèbre pour sa version disco volante qui d'un point de vue design est juste incroyable. En 1955 sortira la Giulietta
Giulietta. Elle sera la première Alfa Romeo à dépasser les 100 000 exemplaires vendus dans le monde. Le coupé sprint est doté d'une classe mais folle. Avec les années 60, on rentre dans peut-être ce qui peut être considéré comme l'âge d'or d'Alfa Romeo. Il faut savoir qu'à cette époque, Audi n'avait pas du tout la même réputation qu'aujourd'hui, c'était pas terrible. BM et Mercedes avaient déjà une certaine réputation, mais Alfa Romeo était vraiment le rival numéro 1 de ces deux marques premium allemandes. En 1962, la remplaçante de la Giulietta va arriver et il s'agira de la Giulia. C'est des noms qu'on connaît. La Giulia, c'est l'une des Alfa Romeo qui va le plus marquer parce qu'Alfa Romeo a pris cette base et l'a déclinée en plein de versions différentes. On peut citer la mythique Alfa Romeo Spider, sortie entre 1966 et 1994. C'est quand même incroyable. Avec plus de 120 000 exemplaires vendus en quasiment 30 ans. Il y a eu aussi les Giulia GT et GT Junior, qui en plus d'avoir le bon goût d'être des véhicules sublimes, se sont très bien vendus. Même l'original Alfa Romeo Montréal et les Alfa 1750 et 2000 sont des dérivés de cet Alfa Giulia. On lui doit beaucoup. Dans les années 70, on sent le changement d'air arriver. Le futur c'est maintenant. On est confronté 2 fois de suite à des chocs pétroliers d'une ampleur sans précédent, ce qui va pousser la clientèle à délaisser les modèles luxueux et sportifs que la marque avait l'habitude de produire jusqu'alors. Alfa Romeo doit réagir et doit s'adapter à cette nouvelle époque. Dans ce contexte, l'Alfa Sud va sortir. Elle a un design un petit peu moins réussi, pour être honnête, mais c'est presque voulu parce que là on va descendre un petit peu en gamme pour essayer de s'attaquer frontalement à la Fiat 128 ou encore une certaine Volkswagen Golf qui vient d'arriver. Cet Alfa Sud, c'est quand même un joli succès avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. C'est une première pour la marque à ce moment-là. En 1972 sera aussi présenté l'Alfetta. Ce nom est un hommage direct aux Alfa Romeo de course des années 50. Ce véhicule était très abouti et proposait une mécanique sophistiquée, fiable et une tenue de route au top de la catégorie, comme pratiquement tous les véhicules que proposait la marque à cette époque-là. Je vous rappelle que c'était une rivale directe, notamment de la marque BMW. Vous allez voir que chez Alfa, on fait durer les modèles longtemps parce que le design vieillit très bien. Cette Alfa Sud, elle a été commercialisée tout de même 12 ans et son châssis va servir de base à l'Alfa Romeo GTV. En 1977, la Giulietta revient, donc c'est une nouvelle Giulietta. C'est en quelque sorte une Alfa Sud plus accessible au niveau tarif. Malgré la sortie récurrente de nouveaux modèles, la marque va connaître des difficultés financières. En 1981, Alfa Romeo va signer un accord de co-entreprise avec la marque japonaise Nissan. Les deux constructeurs souhaitent créer un modèle commun afin de le vendre sur tous les marchés, soit badgé Alfa Romeo, soit badgé Nissan. En ce qui nous concerne, il s'agit de l'Alfa Romeo Arna. Je pense que les puristes doivent s'en rappeler avec des sueurs au front parce que c'était un petit peu compliqué. Même si sur le papier l'idée était intéressante de proposer un véhicule sur de nombreux marchés, d'avoir une alternative à la Fiat Ritmo notamment, ce véhicule fut au final assez compliqué à produire à cause du fait qu'il faille greffer des éléments italiens sur la plateforme japonaise du véhicule. Ce modèle sera un bon petit flop, les puristes lui préférant largement en entrée de gamme l'Alfa 33. Cette 33 remplace l'Alfa Sud et est sortie en 83, la même année de commercialisation que l'Alfa Arna. La 33 c'est une entrée de gamme, mais malgré tout elle a su séduire grâce à de belles prestations dynamiques, des moteurs sympas et un bon look Alfa de l'époque. Là je vais aborder un véhicule qui va faire mal au cœur à certains puristes, j'en suis sûr, l'Alfa 75. Pour beaucoup d'alfistes, cette 75 est la dernière véritable Alfa Romeo. Elle est propulsion, boîte de vitesse à l'arrière, forcément. Le délicieux moteur Busso est également de la partie, et malgré un design assez lourd, elle connut un certain succès. 1986 sera l'année du drame pour Alfa Romeo. 17 ans après avoir acheté Lancia, Fiat rachète un autre constructeur mythique italien. Du coup, toutes les futures Alfa Romeo produites seront des copier-coller de Fiat? Pas tout à fait. Cher Admophile, si tu es toujours ici, c'est que la vidéo te plaît un minimum. Pense à liker, mettre un petit commentaire pour le référencement, pense à t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Si tu veux suivre mon contenu de façon régulière, je sors une vidéo tous les vendredis 17 h. Merci pour tous ceux qui font le geste. J'en profite pour remercier ceux qui sont là et qui me soutiennent depuis très longtemps. C'est grâce à vous qu'on continue à faire des vidéos de manière régulière. Merci beaucoup. On reprend la vidéo avec la première Alfa Romeo sortant sous le giron Fiat, à savoir la 164. Même si elle partage le même châssis que la Fiat Croma ou la Lancia Thema, son style est tout de même très typé Alfa Romeo. Il faut dire que contrairement aux autres modèles évoqués, celle-ci a été designée par le sublime, l'exceptionnel Pininfarina. Pininfarina, le majestueux, le sublime, l'incomparable Pininfarina. J'en parle ici, mais il a designé beaucoup d'Alfa Romeo. En 1989, la marque va surprendre le monde automobile avec un coupé pour le moins assez surprenant, le SZ.
Voyez par vous-même, ce qu'on peut dire c'est qu'il a un vrai look, c'est très tranchant et tranché. Au moins niveau look, les puristes qui avaient un petit peu peur que la marque se perde en passant chez Fiat peuvent être un petit peu rassurés. Ce coupé produit à un petit millier d'exemplaires est devenu très rare, autant vous dire qu'il s'envole à des prix déraisonnables. Je ne vous parle même pas du Roadster, écoulé à 278 exemplaires, là on va être au-dessus de 100 000 euros. Ça fait cher pour un véhicule au look assez original. Ah oui, c'est dégueulasse. Et Fiat n'en a pas fini de vouloir restaurer la belle image d'Alfa Romeo, et le début des années 90 va confirmer le regain de forme d'Alfa Romeo avec en 1992 la sortie de la 155 et en 94 la sortie de l'Alfa 145. La 145 est appréciée pour son look très réussi pour l'époque, même si les performances sont en retrait par rapport à l'Alfa 33 qu'elle remplace, la faute à de nouvelles normes de sécurité alourdissant le véhicule. Pour la 155, et malgré un style plutôt réussi, la pilule a un petit peu plus de mal à passer pour les puristes, vu que c'est cette 155 qui condamne l'Alfa 75, soit la dernière Alfa Romeo véritable. Malgré tout, les moteurs typiques sont toujours de la partie, et ces véhicules sont plutôt des réussites commerciales. En 95, les sublimes Alfa Romeo GTV, j'adore cette voiture, et Spider sont présentés, mais la vraie voiture qui va signer le renouveau de la marque, c'est elle. En 1997, la 156 arrive, et c'est un vrai chamboulement pour la marque Transalpine. Fini le look carré des Alfa instauré depuis les années 70, ici on reprend des galbes et un style très latin, voire sensuel, à la façon des Alfa Romeo des années 50 et 60. D'un point de vue stylistique, c'est véritablement un coup de maître. L'intérieur n'est pas en reste avec un style bien à lui. Le châssis est excellent et le moteur 3 litres V6 Busso est tout simplement l'un des moteurs les plus mémorables de l'histoire, toutes marques confondues. La voiture met réellement une claque à la concurrence. D'ailleurs, en 1998, elle fut assez largement élue voiture de l'année. Elle est encore aujourd'hui un des plus gros succès de la marque, une véritable icône à n'en pas douter. En 1998, la 164 est remplacée par la 166. C'est d'ailleurs encore à ce jour la dernière grande berline routière d'Alfa Romeo. À cette période, Alfa est en pleine forme et à peine 3 ans après le raz-de-marée 156, la 147 va être présentée. La voiture a un look incroyable qui a vraiment très bien vieilli et ses versions sportives à l'image de la 156 sont vraiment hallucinantes. À la manière de la 156, l'Alfa 147 sera élue voiture de l'année 2001. En très peu de temps, Alfa Romeo nous a sorti 2 best-sellers qui ont complètement relancé la marque. En 2003, le joli coupé GT fait son apparition. À ce moment-là, Alfa Romeo propose des véhicules innovants qui ont du style, mais ça ils en ont toujours eu, et aussi dotés d'un comportement routier au top du top. On avance de quelques années et remplacer une icône n'est jamais quelque chose de simple, et ça va être la mission de l'Alfa Romeo 159. De prime abord, la mission semble assez réussie. La 159 affiche un style encore une fois très flatteur. C'est bien simple, vous la croisez dans la rue aujourd'hui, elle ne fait pas du tout son âge, on ne dirait pas qu'elle a plus de 15 ans. Malheureusement, niveau vente, ça va être un petit peu la douche froide, avec 3 fois moins d'exemplaires vendus que la 156 qu'elle a remplacée. Un prix assez haut perché et des moteurs un petit peu moins nobles auront eu raison des ventes de cette Alfa 159, même si on peut relativiser, ça reste honorable pour une berline à cette époque. C'est surtout la 156 qui avait placé la barre vraiment très haut. En 2005 sera présentée la Brera, que dire, elle est visuellement mais magnifique. Malheureusement, et à l'image de la 159, les moteurs ne seront pas tous à la hauteur. On regrette l'absence du 3 litres V6 Busso qui a disparu du catalogue, remplacé par un moteur Holden, un moteur australien assez bof. En plus de ça, la voiture est hyper lourde. C'est un petit peu une coquille vide. En 2007, nous avons droit à un chef-d'œuvre, un de plus, mais là je parle pas de n'importe lequel, l'Alfa Romeo 8C, qui est selon moi la plus belle Alfa Romeo moderne. Il y a débat parce qu'il y a beaucoup de véhicules magnifiques chez Alfa Romeo, mais celui-ci en fait incontestablement partie. Cette 8C est déclinée en 500 exemplaires en version coupée, 500 exemplaires en cabriolet. Je vais pas vous en parler davantage, ça serait un rêve de pouvoir l'essayer. Ça risque d'être compliqué, je vous invite à visionner la vidéo que Villebrequin a réalisée à ce sujet, elle est très sympa. Je vais vous la mettre ici. En 2008, la Mito apparaît. Mito, c'est la contraction entre Milano et Torino. Milan évoque la terre de conception d'Alfa et Turin, le lieu de fabrication. En plus de ça, Mito, en italien, ça veut dire mythe. C'est un peu plus sympa en italien. Bref, cette Mito, bien que basée sur une plateforme de Fiat Grande Punto, c'est une réussite incontestable niveau design, encore une fois. Et on a quelques moteurs sympas, même si on est assez loin de l'époque où Alfa Romeo proposait des voitures avec un véritable caractère et des moteurs assez brutaux. Malgré tout, cette automobile sera produite pendant 10 ans, et aujourd'hui encore, elle pourrait
être commercialisée, tellement je la trouve belle cette voiture, c'était une réussite niveau design. Je le dis beaucoup dans la vidéo, mais que voulez-vous? C'est pas ma faute, hein, c'est à cause d'Alfa Romeo. Hein. Début 2010, la remplaçante de la 147 arrive enfin. Là aussi, à la manière de la Mito, c'est un véhicule très joli niveau design. En termes de performance, moteur, tout ça, il y avait mieux chez la concurrence. Après, il y a ce petit charme que les autres n'ont pas. On se rapproche de notre époque et début 2010, Alfa ne va pas proposer de nouveaux véhicules pendant un petit moment. On peut parler de l'Alfa Romeo 4C qui reste quand même assez confidentiel, qui encore une fois est incroyable en design. En 2014, Fiat veut reprendre les choses en main et va injecter 5 milliards d'euros pour relancer Alfa Romeo entre 2014 et 2018. Il n'y a eu que 2 modèles qui sont sortis durant cette période, à savoir la Giulia, magnifique que j'adore. La Giulia est complètement sous-cotée, mais allez-y, mais foncez. C'est une voiture aboutie de bout en bout. C'est pas qu'un design, c'est des moteurs. Il y a quand même un V6 Ferrari dessus. Des prestations dynamiques à en faire pâlir BMW, un design Alfa Romeo, donc forcément très réussi et très joli. La Giulia, c'est un sans faute pour moi. Il n'y a que la notoriété qui lui manque, c'est dommage. Et donc dans ce plan concocté par Fiat, il y a eu aussi l'Alfa Romeo Stelvio qui est sorti en 2017, qui est en gros une Giulia surélevée. Et pour un SUV, moi qui suis pas fan des SUV, je trouve qu'esthétiquement, il a vraiment de la gueule. Je sais pas ce que vous avez fait Fiat avec ses 5 milliards d'euros, mais quand on veut faire 8 véhicules et qu'on en fait que 2, je pense qu'il y a eu quelques petits problèmes de conception et c'est un peu dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'à l'heure actuelle, la Giulia et le Stelvio, ce sont les 2 seuls véhicules proposés par la marque. C'est peu, bien peu, trop peu. Malgré tout, on va essayer de se réjouir comme on peut. Le Tonale vient d'être annoncé. Bon, c'est un SUV, là on va pas faire les fines bouches. S'il arrive à bien se vendre, moi je serais hyper content que ça permette à Alfa Romeo de pouvoir créer d'autres modèles. D'ici quelques années, alors c'est quoi le futur de la marque? Vous n'êtes pas sans savoir que Peugeot et Fiat ont fusionné pour former Stellantis. Alfa Romeo va faire partie de cette fusion. De ce que j'ai pu comprendre, il y aurait 2 marques premium au sein de ce groupe. DS pour le côté luxe, Alfa Romeo pour le côté sport. Le plan est de rebâtir une gamme cohérente. Des rumeurs se font sur une nouvelle Alfa Mito et une nouvelle Giulietta, respectivement basées sur les plateformes donc de Peugeot 208 et de Peugeot 308. Il se murmure aussi qu'un SUV de la taille du 2008 serait en préparation. Concernant les moteurs nobles, je pense au V6 Ferrari, la marque a déjà acté la fin du thermique en 2025 pour tous ses futurs modèles. Pour les modèles existants équipés de ce V6, ils pourront en avoir droit jusqu'en 2027, année où ce moteur fantastique sera condamné. Si on doit résumer, Alfa Romeo c'est une marque légendaire. Legendary. Elle a parcouru les décennies avec plus ou moins de réussite mais toujours une identité propre. Du symbole de la quintessence du sport automobile au début du siècle, la marque a toujours gardé cet ADN sportif en y ajoutant un design la plupart du temps assez spectaculaire et très réussi. Selon moi. C'est des victoires en compétition, c'est Enzo Ferrari. Et c'est aussi cette proximité avec la marque au cheval cabré, mais c'est aussi Fiat. Au moment de son rachat en 86, beaucoup de puristes ont eu peur. Malgré tout, je trouve que la marque en est presque sortie grandie. Alors qu'actuellement on est dans une phase plutôt moins bien pour Alfa Romeo, vraiment pas très bien même, avec uniquement 2 véhicules en vente actuellement, j'ai quand même beaucoup d'espoir pour la marque et je sais qu'elle saura rebondir comme elle l'a fait à de nombreuses reprises au sein de son histoire. Il reste donc à Stellantis de bien comprendre qu'Alfa Romeo est une marque à part, comme Fiat l'avait compris lors de son rachat. Le principal enjeu sera de relancer la marque sans avoir des Alfa copier-coller des autres modèles du groupe. Ça sera ça la clé du renouveau du succès pour Alfa. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez de la marque Alfa Romeo et quel est votre modèle préféré. Moi je dirais la 8C, le plus important c'est de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!